Salut, salut, c'est un plaisir renouvelé de vous entretenir sur la suite du processus du module. Donc aujourd'hui, nous allons voir les différentes méthodes, les seuils, les étapes de passation des marchés. Alors, la méthode de passation des marchés ne peut pas se déterminer, ne se détermine pas de façon universelle. Donc pour déterminer efficacement une méthode de passation des marchés pour une acquisition, il y a deux prérequis fondamentaux qu'il faut connaître. Premièrement, il y a la nature de l'acquisition et ensuite, il y a le montant du budget qui lui est alloué. Ça veut dire que la méthode de passation de marché ne se détermine pas de façon mécanique, de façon robotique. Autre paramètre dont il faut tenir compte, c'est que chaque ensemble, chaque bailleur de fonds, chaque autorité contractante a ses règles spécifiques. Donc les seuils ne sont pas des seuils universels. Mais c'est pour cela, justement, les méthodes de passation de marché que nous allons voir, ce sont les méthodes de passation de marché de la Banque mondiale. Et vous savez que les procédures de la Banque mondiale ont largement évolué. Donc avant 2016, avant le 1er juillet, avant le règlement FPI du 1er juillet 2016, la Banque mondiale utilisait deux grandes procédures qu'on appelait les directives vertes et les directives rouges. Donc les directives rouges, c'était l'ensemble des règles qui organisaient la sélection des consultants, ce qui est emploi des services consultants. Et la directive rouge, c'était l'ensemble des procédures, des règles qui permettent vraiment, qui régissaient l'acquisition des marchés la passation des marchés de fourniture, des travaux et des services non consultants. Donc aujourd'hui, ces deux directives elles sont désuètes, mais sont désuètes, mais pas abolies, mais elles ont été refondues. Aujourd'hui, c'est un seul règlement qu'on appelle le règlement FPI. Le règlement FPI veut dire financement des projets d'investissement. Donc l'ensemble de ces règles ont été compilées dans un compendum de règles qu'ils appellent le règlement FPI. Donc ce règlement FPI aujourd'hui c'est un règlement unique, bien évidemment avec des documents types standardisés, mais qui organise de façon uniforme l'ensemble des règles pour l'acquisition des biens, des fournitures, des travaux, des services de nos consultants. Vous voyez, avec bien évidemment de nouvelles méthodes d'assouplissement. Donc les procédures ont été complètement refondues. Donc avec à la clé, l'objectif visé c'est l'optimisation des ressources. Alors nous allons voir la Banque mondiale en elle-même déjà. La Banque mondiale en tant qu'institution. Donc la Banque mondiale est un acteur clé dans le système de passation de marché à travers le monde. Elle est créée le 5 juin 1944. Donc pas évidemment les 44 nations alliées qui sont sorties victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale. Donc elle a été créée, comme je disais, le 5 juin 1944 en présence de 730 diplomates et délégués qui étaient présents ce jour-là à l'hôtel Mont de Washington, dans cette municipalité de Bretton Woods. Donc ces accords comprenaient entre autres également le General Agreement on Tariff and Trade, qu'on appelle le GATT, qui ont mené à la création de l'OMC, je l'ai dit tantôt, à la création de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et du FMI. C'est pour ça que généralement on parle des institutions de Bretton Woods. Donc Bretton Woods, ce n'était pas uniquement la Banque mondiale. Donc c'est vrai, en principe de la Banque mondiale, mais comme vous savez bien, c'était la Banque mondiale et aussi le FMI. Et bien évidemment, c'était l'esquisse, c'était les premiers pas, les fondements de la création de l'OMC. Donc c'est ce jour-là que les premiers pas ont été menés pour pouvoir aboutir en 1994 à la création de l'OMC à Marrakech. Donc en termes de structure, en termes de nomenclature, en termes d'ossature, la Banque mondiale est composée de 5 institutions spécialisées. Dans un premier temps, on a la BID, c'est-à-dire la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, dont le portefeuille de financement est destiné. Donc cette banque-là, c'est l'instrument, c'est la toute première branche qui est née ce jour-là. Donc elle accorde des prêts aux pays à revenus intervenir et solvables. C'est-à-dire qu'a priori, la BID, son financement n'est pas destiné par exemple aux pays pauvres très endettés, mais essentiellement aux pays à revenus intermédiaires et solvables. Parce que, il y a quelques pays seulement en Afrique qui bénéficient de ça, de la BID. Ensuite, nous avons IDEA. IDEA en anglais, c'est, bon, dans notre concept francophone, c'est Association de développement de développement. Donc en français, devait être AID. Mais que ce soit en anglais ou en français, il n'y a pas de problème. La destinée reste la même.
Donc, l'AID octroie des crédits, des dons, des crédits sans intérêt, des commissions de services. Ensuite, nous avons la Société financière internationale qui a pour mission de promouvoir les investissements privés durables et les investissements directs étrangers. Et bien après, en quatrième position, nous avons la MIGA, ça veut dire Agence multilatérale de garantie des investissements, dont le rôle est de promouvoir les investissements dans les pays en voie de développement, en fournissant des garanties aux investisseurs étrangers contre les risques non commerciaux. Et enfin, la cinquième branche de la Banque mondiale, c'est ce qu'on appelle le CID, le Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements. Donc, ce centre encourage l'investissement étranger en fournissant des services internationaux de règlement par voie de conciliation ou d'arbitrage des différends relatifs aux investissements. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'instrument qui offre des mécanismes de règlement alternatifs des conflits, par exemple, liés aux investissements au plan international. Aujourd'hui, nous avons la CCI, qu'on appelle la Chambre de commerce international de Paris. Donc, ce sont les succès d'année vraiment du CIRDI. Voilà. Donc, nous allons voir quelques concepts. Quand on parle, dans la Banque mondiale, on parle des accords de dons, des crédits de développement, des accords de prêt, accords de projet. Donc, je souhaite quand même partager quelques précisions sur ces types d'accords de financement. Dans un premier temps, il y a les accords de dons, ou on appelle encore crédit de développement. Donc, dans ce genre d'accords de dons, ce sont des prêts, il n'y a pas d'intérêt. Donc, c'est généralement entre le gouvernement, ou qu'on appelle l'État emprunteur, et IDEA, de la Banque mondiale. Ensuite, il y a les accords de prêt. Les accords de prêt, il y a forcément des intérêts. Généralement entre le gouvernement, la Banque mondiale et la BID ou l'IDEA. Ensuite, il y a les accords de projet. Donc, dans les accords de projet, il n'y a aucune mention de paiement. Ce sont des antennes financières entre gouvernement, Banque mondiale et l'agence de projet. Après, on peut voir les prêts d'investissement, généralement qui varient entre 5 à 10 ans. Donc, ces prêts d'investissement servent à financer l'achat de fournitures, de travaux, de services à l'appui des projets de développement économique et social. Améliorer l'efficacité des services d'utilité publique en matière d'hydraulique, de réintégration des soldats, actes civils, d'ouverture des dispensaires ruraux, de formation des agences sanitaires. Et nous avons les prêts d'ajustement. Les prêts d'ajustement, financement extérieur à décaissement rapide pour aider les pays membres à réorienter l'action publique et à réaliser des réformes institutionnelles. Donc les prêts d'ajustement, si vous vous rappelez bien, dans les années 90, à la fin de la première décennie, de la décennie 80, on parlait de PAS, Programme d'ajustement structurel. Donc ce sont des prêts d'ajustement. Donc les prêts d'ajustement ont pour objectif essentiellement d'apporter des réformes, d'aider les États emprunteurs à faire des réformes au niveau de leurs agrégats, au niveau fiscal, au niveau de la fiscalité, au niveau du commerce, au niveau des tests juridiques, au niveau des tests réglementaires. Nous en parlons des fonds de protection sociale, garantie et gestion des risques. Par exemple, les prêts du FMI qui peuvent aider, par exemple, à stabiliser l'information financière. Les centrales d'achat, par exemple. Est-ce que vous voyez? L'information financière. Est-ce que vous voyez? Par exemple, les réformes cadastrales et minières, les réformes fiscales, la dématérialisation, par exemple, des systèmes fiscaux. Donc, font partie des prêts d'ajustement. Donc, en termes de produits financiers, la BID, pour la convention d'ouverture, c'est 1% de prêt. Commission d'engagement, 0,85% sur 4 ans. Maturité de 25 ans, incluant une période de grâce. Prêt à marge fixe, les prêts à variable à monnaie simple. Bon, ça, c'est trop technique. Avec le terrain, ce n'est pas la peine de revenir sur ça. Bien. Nous allons voir à présent le cycle des projets de la Banque mondiale. C'est très important parce que quand vous travaillez dans un projet Banque mondiale en tant que SPM, c'est très important de maîtriser le cycle des projets de la Banque mondiale parce que le processus de passation des marchés commence déjà à partir du cycle. À partir du cycle. Même bien avant le sachet, parce que nous allons voir dans le document de stratégie déjà, il y a les piliers qui sont identifiés, on va le voir tout à l'heure. Dans ces piliers-là, il y a des piliers qui emportent des actions phares d'acquisition. Donc la toute première étape, c'est l'étape d'identification. C'est quoi l'identification? C'est l'étape d'identification des contraintes institutionnelles de l'emprunteur. C'est-à-dire que l'État ou l'État emprunteur, dans sa politique de développement, élabore souvent des documents d'orientation stratégique.
Donc, dans ce document d'orientation stratégique, l'État identifie les piliers majeurs de son développement dans les 5 prochaines années ou les 6, ça dépend de la durée prévue. Et donc, justement, dans ce document de politique, quand je parle de hausse du Sénégal, on parle du plan Sénégal émergent. Au Bénin, on parle d'autres documents. Je pense que la stratégie PNDE, je pense, non, voilà, comment on appelle, le Bénin révélé. Au Togo, il y a la SCAP ou le PNDE. Donc, chaque pays a la souveraineté, l'attitude d'intituler son document de développement à son gré. Mais ce qui est unanime, ce qui est constant, c'est que dans ce document de politique de développement stratégique, il y a des piliers qui sont identifiés. Donc c'est dans ce document-là justement que les piliers de développement sont identifiés. Est-ce que vous voyez? Et ils sont maintenant soumis justement aux bailleurs pour examen. Est-ce que vous voyez? Et c'est justement au moment d'identification qu'on a là-bas ce qu'on appelle le document de note conceptuelle. Donc la note conceptuelle était de définir les priorités clés de l'État emprunteur et qu'il soumet maintenant au bailleur pour examen. Maintenant, le bailleur, en retour, lorsque la note conceptuelle arrive, le bailleur n'est pas obligé de financer aveuglément toutes ces priorités-là. Le bailleur lui-même, il a son document de stratégie pays et son document de stratégie régionale. Donc, le bailleur, en particulier, nous sommes dans le cas de la Banque mondiale, essaie d'examiner ces documents de priorité de cet emprunteur-là, s'assurer que ces priorités-là sont compatibles, sont consistantes avec ses propres priorités de financement, parce que lui, là, ces priorités de financement. Par exemple, pour 2016-2020, si la Banque mondiale a pour priorité de financer les infrastructures et qu'un gouvernement a pour pilier de faire des réformes institutionnelles et constitutionnelles, vous comprenez que ces piliers ne sont pas compatibles. Donc le bailleur essaie de voir la compatibilité entre les piliers de développement de l'État et ses propres piliers dans la période. Et des ajustements, des mises en conformité peuvent être opérés à cette étape-là. Donc cette étape, elle est très importante. La deuxième étape dans le cycle, c'est la préparation. Donc, à l'étape de la préparation, déjà, on fait l'évaluation et la conception du projet, estimation des coûts du plan initial. Donc, on essaie déjà de faire les premiers agrégats du projet. On essaie déjà de décrypter le projet et de mettre en composant, en sous-composant, faire un planning initial et d'identifier les activités phares qui peuvent être financées dans le cadre de ce projet. Et ensuite, maintenant, il y a la revue. Donc, la revue, c'est la visite de site, finalisation de PPM. Donc, à l'étape de la revue, déjà, vous avez les deux équipes. C'est-à-dire que l'équipe de l'emprunteur et l'équipe du bailleur viennent sur le terrain pour voir. Par exemple, si vous devez construire une centrale énergétique, alors le bailleur fera un déplacement, venir voir est-ce qu'il y a des études préalables qui ont été faites, est-ce que cette infrastructure peut être implantée là, est-ce que les conditions climatiques, est-ce que les conditions pédologiques, est-ce que les conditions environnementales, les conditions de sécurité, par exemple dans des zones, dans des pays qui ne vont pas citer de nom, où il y a des actes de terrorisme, aucun bailleur ne va accepter de venir mettre un ouvrage dans un sanctuaire de terroristes qui peut se lever un jour et incendier l'ouvrage. Donc il y a cette évaluation préliminaire qui est faite à ce voie. Et déjà à cette étape-là, le SPM doit pouvoir déjà être opérationnel à l'époque de la revue déjà. Donc à ce moment, les premières trames du PPM sont déjà examinées. On va le voir plus tard. Aujourd'hui, on va le voir avec la nouvelle nomenclature des procédures de la Banque mondiale. Depuis le 1er juillet 2016, aujourd'hui déjà, vous avez non seulement le premier plan de passation de marché, mais il y a ce qu'on appelle la PPSD, qui est le document de stratégie de passation de marché de projet, qui est un document qui est élaboré par l'État emprunteur et soumis à la Banque mondiale pour validation, avant même la signature de l'accord de financement. Donc il y a deux documents qui cohabitent. Il y a le PPM, généralement, qui a une durée de vie d'environ 18 mois, à ne pas confondre avec PPSD, qui est le document de stratégie de passation de marché. Je vous ai dit tantôt que depuis le 1er juillet 2016, depuis la déclaration de Paris, les bailleurs de fonds ont accepté, si les procédures de l'État emprunteur ont été évaluées par la méthodologie qu'on appelle la méthodologie MAPS, et qu'elles ont été jugées satisfaisantes sur la base des critères qui sont prédéfinis. Donc les bailleurs de fonds, dans une certaine proportion, acceptent, sur certaines acquisitions, concéder à l'État de conduire justement ces procédures suivant ses propres règles. Donc, le document de passation de marché essaie de voir déjà à cette étape-là quelles sont les lignes d'action de passation de marché qui seront pilotées sous l'égide des procédures de l'empreinte du bailleur et celles qui le seront sous la direction des procédures de l'État emprunteur.
Donc ce document de stratégie là, est très important. Et la Banque mondiale a introduit de nouvelles méthodes, par exemple le dialogue compétitif, qui sont des méthodes émergentes, qui n'existaient pas, qui sont des méthodes qui étaient essentiellement appliquées dans l'OCDE. Aujourd'hui, le dialogue compétitif est une méthode par exemple de marché acceptée. Hein, qui est acceptée. Donc il faut voir, et c'est en ce moment là qu'on établit qu'est-ce qui sera piloté sous l'égide des procédures nationales, sous quelle forme, dans quel délai, la revue a posteriori, la revue préalable, quand ça va se faire, comment ça va se faire, dans quel délai, sous quelle forme. Donc ce document d'orientation, ce document de stratégie là est élaboré à cette étape là déjà. Et ensuite maintenant, vous avez la réalisation. Donc c'est l'exécution du projet, la mise en œuvre de l'accord de financement. En ce moment, on achète les acquisitions, on réalise le projet, on réalise les objectifs du projet, on met en œuvre les acquisitions, la politique environnementale, on fait les évaluations, les audits, et la dernière étape maintenant, c'est l'achèvement du projet. Donc dans le bilan technique et financier, dans l'achèvement du projet, il y a généralement deux principaux rapports. Hein. Il y a le rapport qui est fait par l'emprunteur lui-même, et le rapport d'achèvement, et l'emprunteur, l'État emprunteur fait son propre, on met son consultant pour faire le rapport d'achèvement, pour voir les indicateurs de performance, les indicateurs de suivi, les indicateurs de processus, les indicateurs d'impact s'ils ont été réalisés, et capitaliser les leçons tirées, archiver les dossiers et définir si le projet peut être reporté ou renouvelé ou prorogé. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu les 6 principales étapes du projet de la Banque mondiale. Et chacune de ces étapes-là est très importante pour le chargé des acquisitions. Donc en termes de méthodes proprement dites, nous allons voir deux grandes familles de méthodes. Dans un premier temps, nous allons voir les méthodes de passation de marché qui sont applicables aux acquisitions de fournitures, de travaux, de services non consultants, et les méthodes de passation de marché qui sont applicables à l'emploi des consultants ou à la sélection des consultants. Voilà. Mais pour aujourd'hui, je vais m'en arriver là. Donc la prochaine vidéo, nous allons voir nommément les différentes méthodes de passation de marché pour les fournitures, travaux, services consultants, et les méthodes de passation de marché pour l'emploi des consultants, ainsi que les différentes étapes. Comment ça se fait? Nous allons voir également les différentes étapes d'un dossier d'appel d'offres, comment le processus est organisé, comment l'évaluation se fait, l'ouverture, le rapport d'évaluation, comment ça fonctionne jusqu'à l'attribution de marché, les recours. Alors, encore une fois, merci à vous.